attendre peut-être 1 ou 2 minutes, le temps que vous vous connectiez. Il y a pas mal de personnes qui se connectent. On va attendre 1 ou 2 minutes et puis on va commencer ce webinaire. OK. Bon, bah écoutez, bonsoir à tous. Je m'appelle Marc, je suis le fondateur de la société Studi Expérience, qui est donc spécialisée dans l'accompagnement des jeunes qui partent à l'étranger. Je vais intervenir très rapidement juste pour vous présenter ce webinaire et puis je passerai le relais à ma collègue Elsa et puis à Karine Israël de notre partenaire Ton Avenir, qui elle donc est conseillère d'orientation et spécialisée plutôt sur le côté France. L'idée étant aujourd'hui d'aborder l'international et les études à l'étranger un petit peu dans leur globalité, puisque on sait que c'est possible évidemment de partir étudier à l'étranger directement en post-bac et c'est notre métier chez Studi Expérience que de vous accompagner là-dedans. On sait aussi que c'est possible d'aborder l'étranger autrement, notamment via Parcoursup et via les facs françaises. Et donc là, voilà, on a la chance d'avoir Karine qui va pouvoir vous expliquer tout ça. Avec Alice voilà, qui lève la main, on va répondre aux questions pendant le webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&R ou dans l'onglet discussion en bas de votre écran. On vous répondra en direct et puis on prévoit quand même aussi un temps de questions-réponses à la fin, voilà, pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon webinaire et puis je passe tout de suite la main à Elsa et Karine. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire. Du coup, il va se diviser en deux parties. Donc, la première partie qui va être présentée par Karine, avec notamment toutes les formations via Parcoursup. Et dans une deuxième partie, moi, je vous présenterai voilà, les parcours qu'on peut faire à l'étranger hors Parcoursup. Donc, Karine, la parole est à toi. Ok, merci. Bonsoir à tous. Alors effectivement, moi je suis plutôt spécialisée sur tous les parcours sur lesquels on peut candidater en post-bac via Parcoursup, mais aussi en dehors de Parcoursup. La question qu'on s'est posée pour ce webinaire, c'est comment effectivement on peut, par le biais des formations, enfin des parcours français dans Parcoursup, effectuer un parcours d'études à l'étranger qui ne serait pas un parcours où on part en troisième année, par exemple, de licence dans le cadre d'un programme Erasmus, mais bien plus un double diplôme qui est en accord avec une université étrangère ou une école étrangère dès la première ou dès la deuxième année post-bac. Donc, petit mémo pour Parcoursup, parce que je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont besoin qu'on remette un petit peu les prochaines deadlines qui ne sont pas du tout les mêmes que celles que Elsa va vous présenter après par rapport aux procédures à l'étranger. Nous, la procédure a démarré il y a une semaine, donc depuis le 18 janvier. Vous aurez jusqu'au 9 mars pour formuler vos vœux. Vous aurez 10 vœux à formuler avec une possibilité de 20 sous-vœux. Donc ça, c'est vraiment la procédure française. On ne met pas globalement de vœux à l'étranger, mais on va voir lesquels peuvent vous emmener à l'étranger sur quelques écoles, sur quelques parcours, et c'est ça qui est intéressant dans ce webinaire. Donc, du coup, vous aurez jusqu'au 9 mars pour bloquer vos vœux. Après le 9 mars, il n'y aura plus aucune possibilité d'ajouter, de compléter votre portefeuille de vœux. C'est important quand même d'avoir ces deadlines en tête parce que ça nous fait à peine 2 mois pour le faire. Ça veut dire que dès maintenant, vous devez ouvrir votre dossier, vous devez commencer, si ce n'est pas déjà fait, à un petit peu compléter votre portefeuille, voir toutes les formations qui sont possibles, évaluer les risques et les possibilités qui s'offrent à vous avec toutes les informations qui sont mises à disposition. C'est vrai que Parcoursup, pour le coup, on a
Une plateforme qui est vraiment optimale, avec énormément d'onglets d'information, vous permettant de bien comprendre quels sont les attendus, les documents qui vont vous être demandés, et on reviendra dessus, notamment pour l'étranger. Donc, avant de saisir des vœux, avant de les acter, vous pouvez revenir dessus jusqu'au 9 mars. Entre le 9 mars et le 6 avril, on va vous offrir un deuxième temps pour compléter votre dossier, à savoir que des documents vous sont demandés en plus, à savoir tous vos bulletins, mais qui sont téléchargés par le lycée, et des documents écrits, un projet motivé, une rubrique Mes activités qui est à remplir avec tout ce que vous faites en dehors de votre scolarité. Et le 6 avril 2023, à 23h59, tout sera bloqué. Vous devrez appuyer sur le bouton pour envoyer vos vœux, et ça part vers les formations supérieures qui vont réceptionner vos candidatures. Résultat de toute cette procédure, 1er juin 2023, avec les premières réponses des formations supérieures qui vont vous être faites au cours du mois de juin. Surtout, il faut être patient. Parcoursup, c'est une école de la patience, mais comme pour toutes les procédures d'inscription en France ou à l'étranger, l'avantage de Parcoursup, c'est qu'on a une possibilité de deuxième session, entre guillemets, avec une procédure complémentaire qui va démarrer mi-juin, où il y a toujours de très belles offres qui sont proposées aux élèves qui n'ont pas reçu de proposition favorable le 1er juin. La fin de la procédure principale, ça sera mi-juillet, en sachant qu'on a toujours des propositions qui peuvent courir jusqu'à même parfois début septembre. Donc, c'est une procédure au long cours. Quand on regarde qu'elle peut démarrer depuis le 18 janvier, qu'elle peut se conclure le 15 septembre, c'est un peu pour tout le monde pareil. Il faut s'armer de patience, il faut être pragmatique dans ses propositions, et surtout bien regarder ce qu'on vous demande, ce qu'on exige de vous dans les documents à joindre à vos candidatures. Et c'est là qu'effectivement, on va évoquer les possibilités de candidature sur des parcours étrangers via Parcoursup, parce qu'on en a en France, souvent intitulés double diplôme, dans des structures françaises qui ont des partenariats avec des universités étrangères. Et donc, j'ai pris le temps de vous lister, vous allez voir après, quelques parcours par domaine de spécialisation. Globalement, le point le plus important à mémoriser pour une candidature à l'étranger, c'est qu'on va nécessairement vous demander de fournir une attestation de test, soit d'anglais, soit d'espagnol, soit d'allemand, une certification officielle. Et il y aura un espace dans Parcoursup qui sera dédié à la réception de cette certification. Donc ça, c'est un point très important quand on sait aussi quels sont les délais pour passer aujourd'hui un TOEFL ou un IELTS. C'est quelque chose qui s'anticipe. Deuxièmement, il est fort probable aussi que dans l'espace dédié à la rédaction de votre projet motivé, et là, il faut être bien vigilant et bien se renseigner, on vous demande de rédiger le projet motivé dans la langue du pays dans lequel vous vous apprêtez à partir. Je pense notamment à Dauphine, l'Université Paris-Dauphine, qui offre 2 implantations à l'étranger, où vous pouvez partir dès la première année, soit à Londres, soit à Madrid. Les projets motivés seront à formuler en anglais. Donc, avec une certification en anglais à greffer à votre dossier. Les possibilités aujourd'hui qui s'offrent à vous. Alors, en France, on a surtout beaucoup de possibilités, notamment en droit. Et là, je vous ai listé quelques exemples trouvés dans Parcoursup, enfin référencés dans Parcoursup, en Île-de-France, mais aussi sur toute la France. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit souvent des parcours, des doubles diplômes avec l'étranger dès la première année, surtout sur des zones frontalières. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'à Nice, Strasbourg, Toulouse, les propositions pour aller chercher un parcours dès la première année à l'étranger sont bien présentes. En Île-de-France, en droit, on a effectivement l'Université de Paris-Nanterre notamment et la Sorbonne qui proposent des accords immédiats avec l'Université d'Essex ou Queen Mary. Et puis Assas, évidemment, qui a plusieurs parcours directement à l'étranger. C'est souvent du droit étranger ou droit common law. Donc ça, c'est très intéressant à regarder quand on souhaite effectivement se dire qu'on a envie de candidater par le biais de Parcoursup avec un programme qui va vous offrir directement la possibilité de partir à l'étranger par le biais d'une formation française.
Donc là, vous avez effectivement une bonne quinzaine de programmes. Il y en a probablement d'autres. C'est ceux que moi, j'ai référencés à date. Chaque année, le portefeuille s'étoffe. Chaque année, les universités complètent leur offre de programmes, les accords. Ça, bien sûr, ce n'est pas les programmes que vous avez si vous souhaitez suivre une licence en droit, par exemple, à la Sorbonne. Vous aurez par ailleurs d'autres programmes en licence de droit classique qui vous permettront en 3e année de partir en accord Erasmus. Ça n'a rien à voir. Là, ce qu'on vous propose, c'est partir quasiment tout de suite après le bac. En tout ce qui est commerce, on a beaucoup de choses, beaucoup de programmes qui sont proposés par le biais d'écoles de commerce, évidemment, notamment par le biais des écoles de commerce qui sont référencées dans le concours Sésame, principalement avec des écoles comme Neoma, l'ESSEC, le M Normandie qui propose de partir tout de suite à l'étranger par le biais de leur parcours en BBA ou en programme grande école. On a évidemment le programme de l'ESCP Bachelor où vous pouvez partir tout de suite et faire un pays tous les ans et ça durant 3 années. Et puis, on a les fameux programmes qu'on a évoqués en licenciant des organisations à Dauphine. Après, sur les autres villes de France, on a quelques programmes que j'ai référencés sur les universités, notamment de Metz, de Annecy, de Toulouse, sur l'école de Toulouse. Toulouse, par exemple, Toulouse Business School a un programme directement implanté à Barcelone, où vous pouvez suivre un programme en business en 3 ans par le biais de l'école de Toulouse, directement implanté dans la ville de Barcelone en Espagne. Donc, tout ça, c'est assez intéressant parce qu'on se dit que nos écoles françaises sont aussi pleinement mobilisées sur une proposition à l'étranger qui ne remplace pas évidemment des candidatures à l'étranger directement, mais en tout cas, on est dans une tendance qui nous permet ça et c'est intéressant et parfois, ça rassure certaines familles de savoir que c'est par le biais d'une école française. Maintenant, l'offre n'est absolument pas complète et mériterait encore d'être étoffée sur les prochaines années. Sur l'ingénierie, là, on voit déjà qu'on est un peu plus restreint dans cette possibilité d'aller étudier directement après le post-bac. On a quelques écoles qui proposent des cycles préparatoires intégrés avec une immersion internationale en 2e année. On a quelques écoles qui proposent des vrais doubles cursus comme l'EPF, notamment Polytechnique féminine qui est dans le concours Avenir et qui vous propose 2 doubles cursus, un à Sherbrooke au Québec et le 2e qui a un parcours franco-allemand avec l'Université de Munich. Donc ça, c'est vraiment des super parcours, très rares en France, assez sélectifs parce que le nombre de places est vraiment très restreint, mais qui méritent d'être regardés quand on a vraiment cette volonté de s'ouvrir à l'international en ingénierie. Sur les sciences politiques, évidemment, beaucoup de programmes à l'international passent par Sciences Po. Et certains Sciences Po comme Lille, Reims, Menton et Le Havre étant des antennes de Paris, ont des accords, notamment avec l'Université de Hong Kong, sur plusieurs programmes. Sciences Po Lille, on a effectivement les doubles diplômes avec l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Donc ça, c'est aussi une possibilité qui s'offre à vous de candidater via Sciences Po à l'étranger directement en post-bac. Donc, c'est quelques exemples de parcours qui vous permettent de vous dire oui, je peux éventuellement aller chercher une année d'études supérieures à l'étranger via Parcoursup. On est beaucoup plus limité sur des études, par exemple, en art, en architecture, médecine, il faut candidater directement à l'étranger. Nous, en France, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, c'est pas non plus une offre qui est aussi complète que effectivement si on fait analyser son dossier pour candidater avec Studi Expérience à l'étranger, mais il était important pour nous de vous dire aussi que c'est une possibilité qui s'offre à vous via Parcoursup, sous réserve effectivement d'avoir des niveaux en langue, des certifications en anglais et d'avoir cette volonté de partir tout de suite après le bac. Je pense que j'en ai fini, Elsa. Donc, je peux répondre à vos questions, évidemment, mais voilà, je voulais juste faire ce point qui était important et qui permet de focuser quand même sur quelques programmes très intéressants.
Ouais, alors si je peux juste rajouter un tout petit peu par rapport à ce que tu disais, alors c'est vrai que sur tout ce qui est voilà, artistique ou ce genre de choses, il n'y aura pas forcément ce que tu expliquais, des doubles diplômes ou des formations pour lesquelles on peut accéder des Parcoursup. Après, ce qui peut exister au sein des écoles, mais qui ne sera pas accessible directement post-bac, ça peut être effectivement des programmes d'échange, notamment les programmes Erasmus ou des programmes d'échange à l'international. Mais comme tu le disais, ce n'est pas directement post-bac, ça va juste s'intégrer dans le cadre du cursus à un moment donné du diplôme. C'est ça, le programme Erasmus est principalement mis en place en licence, en troisième année de licence, sur la base de résultats obtenus par les élèves en première, deuxième année. En deuxième année, on va demander à l'élève de référencer un certain nombre de vœux pour candidater à l'étranger. Les dossiers vont être déposés et c'est surtout en fonction du niveau de l'élève atteint en langue, mais aussi au niveau global, qu'il aura 4-5 propositions qu'il choisira pour effectuer son premier ou son second semestre en Erasmus en troisième année de licence. Mais ça, effectivement, n'a rien à voir avec ce qu'on a vu comme proposition. Mais l'étranger est présent quasiment dans tout parcours post-bac en France, mais pas de la même manière. Mais via Erasmus ou via un accord d'échange dans les écoles, globalement, on l'a partout. C'est quasiment devenu un automatisme, en fait. Ouais, voilà, parce que voilà, juste une aparté pour dire Ouais, tout si à vous fait. faites de l'art, il n'y a pas de double diplôme, il y aura toujours Erasmus ou autre chose pour faire ce genre de choses. Alors, je vais essayer de vous partager moi mon écran pour passer à la deuxième partie de ce webinaire. Est-ce que vous voyez bien mon écran, tout le monde? Est-ce que je peux avoir une petite réponse? Karine, tu vois mon écran ou pas? Ouais, ok. Alors, donc moi, je travaille donc pour Study Expérience et ce qu'on fait surtout, c'est de l'accompagnement donc pour des étudiants qui veulent partir dans le cadre d'une formation diplômante à l'étranger. Donc, si vous voulez, par exemple, faire une licence ou un master, une formation diplômante, au lieu de la faire en France, vous allez directement partir pour la faire à l'étranger. Donc déjà, la première question qu'on se pose, pourquoi étudier à l'étranger? Déjà, tout simplement, pourquoi faire des études? Et bien, tout simplement pour pouvoir se distinguer sur le marché de l'emploi. Que vous étudiez en France ou à l'étranger, vous allez d'abord acquérir des connaissances donc, solides dans un domaine d'études que vous allez suivre, mais aussi des compétences professionnelles, notamment au travers de stages avec votre formation ou en participant à la vie étudiante. Donc, il faut savoir que sur les universités à l'étranger et notamment dans le système anglophone, la vie étudiante est un petit peu plus développée qu'en France. La majorité des étudiants sont tous inscrits ou font partie de vie associative auxquelles ils participent. Et les universités étrangères vont aussi développer des projets un petit peu tournés vers l'humanitaire ou le volontariat, ce qui permet aux étudiants également de participer sur ce type de projet, que ce soit à l'international ou local et auprès des communautés locales. Là où les universités vont se différencier peut-être un petit peu plus de celles en France, donc je parle notamment pour le système anglophone, ça va être une approche de l'enseignement qui est un petit peu différente. Et qui va être très axé sur ce qu'on appelle le critical thinking. Donc, ça veut dire que les universités sont là, en gros, pour vous aider et vous former une tête bien pensante. Donc, ça va être par savoir lire les informations, analyser les informations, entrecroiser les informations, les synthétiser et vraiment former une tête que vous arrivez à analyser, avoir des capacités d'analyse et de synthèse. Ce que les entreprises recherchent de plus en plus également, surtout sur ces dernières années, ce sont ce qu'on appelle les compétences interpersonnelles. Donc, les compétences interpersonnelles, elles sont propres à chacun, mais le fait de faire une expérience à l'international, en fait, ça va vous aider à les développer. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez être déjà immergé dans un pays qui est différent du vôtre, donc c'est un système qui est différent. Vous allez être en contact avec des cultures différentes, avec la culture locale, mais aussi des étudiants internationaux qui viennent du monde entier. Et ça va vous aider à développer des compétences, donc par exemple des facilités d'adaptation, surmonter des difficultés, à devenir un petit peu plus autonome et à faciliter les relations avec des personnes de cultures différentes. Et ça, ce sont des compétences qui sont assez recherchées de plus en plus par les entreprises parce que ça veut tout simplement dire que vous allez être opérationnel plus facilement et plus rapidement pour travailler au sein de l'entreprise et vous adapter avec les équipes. Alors, je voulais revenir aussi un petit peu avec vous sur la nomination des diplômes. Alors, en France, ce qu'on appelle une licence, il faut savoir qu'à l'étranger, ça s'appelle un bachelor, que le master en France, ça s'appelle aussi master à l'étranger, et que le doctorat s'appelle le PhD. Donc ça, c'est l'appellation notamment pour les systèmes anglophones. Voilà, si je traduis en espagnol, en italien, il y aura forcément des appellations différentes, mais de manière générale, la licence égale le bachelor, le master égale le master et le doctorat le PhD.
Je voulais attirer votre attention sur un tout petit point, c'est qu'en France, on a beaucoup de programmes, notamment dans les écoles de commerce, informatique, de communication, qui s'appellent des bachelors. Mais en fait, en France, le bachelor n'est pas un diplôme. Ce qu'il faut voir d'ailleurs, c'est qu'il va réellement avoir un diplôme, mais ça va être par exemple soit un grade de licence, un titre RNCP ou un diplôme visé par l'État. Voilà, je voulais faire cette différence avec vous ce soir parce que souvent, on confond un petit peu les deux et on pense que le bachelor qu'on fait en France va être un diplôme, alors que ce n'est pas tout à fait le cas, c'est plus une formation. Et le diplôme qu'il y aura derrière, ça sera autre chose. Sur les systèmes à l'étranger, donc il y a également une durée d'études différente. Donc en France, la licence se fait en 3 ans et le master en 2 ans. À l'étranger, on va avoir plein d'options possibles. Si je prends par exemple le Royaume-Uni, vous allez avoir le bachelor qui va se faire en 3 ou 4 ans. 3 années, c'est le parcours entre guillemets normal, mais vous pouvez le faire par exemple en 4 ans si vous souhaitez faire entre la 2e et la 3e année ce qu'on appelle un placement year. Donc ça veut dire une année où vous allez faire un semestre d'études à l'étranger, comme notamment dans le cadre d'un programme Erasmus, et un stage ou un travail. Et vous allez avoir par exemple le master qui se fait sur 1 an. Voilà, donc ce qu'il faut par contre bien avoir en tête, c'est que le niveau de reconnaissance des diplômes est le même si la durée des études n'est pas forcément la même. Et donc, comparé par exemple, je prends l'extrême droite de mon PowerPoint avec l'Amérique du Nord et l'Irlande, vous avez le bachelor qui se fait sur 4 ans et le master qui va se faire plutôt en 2 ans, où là, voilà, vous avez une durée d'études qui va être de 6 ans avant de pouvoir être diplômé d'un master, comparé au Royaume-Uni où en 4 ans, vous pouvez être diplômé d'un master. Donc maintenant, concrètement, par rapport au système français, à quel moment je peux partir étudier à l'étranger? Parce qu'il y a des passerelles pour certains programmes, mais on va voir qu'il n'y a pas forcément des passerelles pour d'autres. Donc si vous avez passé un bac, que ce soit un bac technologique, un bac général, un bac professionnel, un bac international, vous pouvez partir faire un bachelor un petit peu partout dans le monde, quel que soit le pays, puisque le bac est le diplôme qui donne accès à l'enseignement supérieur en France. Si vous avez fait un DUT ou un BTS, vous avez la possibilité de partir faire une 3e année de licence, notamment au Royaume-Uni, en Irlande ou en Australie pour acquérir le diplôme de bachelor, donc l'équivalent de la licence en France. Si vous avez fait 2 années de licence ou 2 années de bachelor, il est possible également de transférer en 3e année de licence, notamment au Royaume-Uni et en Irlande. Si vous avez fait une licence ou un diplôme visé par l'État ou un titre RNCP de niveau Bac+3, vous avez la possibilité de faire un master au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. La petite particularité, ça va être avec l'Amérique du Nord, où en fait, ils vont estimer que pour intégrer un master chez eux, il faut que vous ayez fait au moins 4 années d'études. Donc chez nous, ça correspond au master 1. Donc si vous voulez faire un master aux États-Unis et au Canada, voilà, sachez qu'il faut avoir fait 4 années d'études, donc au moins un master 1 pour pouvoir après postuler chez eux pour faire un master. Les formations sur lesquelles il n'y a pas vraiment de passerelle, ça va être d'abord la prépa. Alors, la prépa est pourtant un parcours assez élitiste en France, puis très sélectif. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est absolument pas reconnu à l'étranger. Et si vous avez fait 2 années de prépa et que vous pensiez pouvoir faire, par exemple, une 3e année de licence à l'étranger, ce ne sera pas possible. Donc, à ce moment-là, ce que nous, on vous conseille de faire, c'est de terminer un cycle en France en faisant, par exemple, la 3e année de licence en France, quitte à pouvoir après postuler à l'étranger au niveau master. Vous avez aussi l'option de recommencer à zéro, c'est-à-dire en première année de licence, mais c'est un petit peu dommage si vous avez déjà validé vos 2 premières années de prépa. Les 2 autres programmes où les passerelles sont un petit peu plus compliquées, ça va être le programme grande école et le cycle d'ingénieur. Alors, le programme grande école uniquement dans la mesure où si vous faites un programme grande école qui est diplômé à partir du niveau Bac+5, c'est-à-dire que vous avez des programmes grandes écoles où à partir de la 3e année, vous allez avoir un diplôme comme un titre RNCP ou une licence, et vous avez certains programmes grandes écoles où le diplôme est vraiment au niveau Bac+5. Vous allez avoir un master ou un titre RNCP. Si jamais vous avez fait les 2 premières années du programme grandes écoles, on peut trouver des options pour vous envoyer en 3e année de licence. Mais si vous avez fait le 3e année, 4e année et que vous souhaitez ensuite faire une 4e année ou un master à l'étranger, ça va être un petit peu plus compliqué. À ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est terminer votre programme grande école et avoir votre diplôme de master ou équivalent et aller refaire un 2e master à l'étranger.
Avec le cycle d'ingénieur, c'est un petit peu le même système. En France, vous allez avoir soit 2 années de prépa, soit 2 années de DUT et après intégrer le cycle ingénieur. Alors, bien évidemment, si vous avez fait un DUT, on peut trouver des options de 3e année de licence à l'étranger. Mais si vous avez commencé votre cycle d'ingénieur et que vous êtes en première année ou en 2e année et que vous voulez vous rediriger vers un master à l'étranger, ça ne va pas être possible parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir validé un diplôme au niveau Bac+3. Donc, à ce moment-là, le conseil est un peu le même, c'est-à-dire de terminer votre cycle d'ingénieur et de continuer, de refaire un 2e master si ça vous intéresse après à l'étranger. Alors, concrètement, oui, vas-y, Karine. Alice, Elsa, j'ai juste eu un point à ajouter sur justement ce qu'on fait ici en France. Maintenant, le DUT est devenu BUT, donc en 3 ans. Et effectivement, ça va certifier effectivement un grade de licence normalement, mais faut être vigilant sur les débouchés effectivement derrière aujourd'hui par rapport à l'étranger. Ouais, Parce qu'on n'est plus sur du 2 ans, mais du 3 ans. Et comment l'étranger, déjà en France, on a du mal à évaluer quelles vont être les possibilités d'être transféré en école d'ingénieur, par exemple. Et à l'étranger, je pense qu'il va y avoir un temps d'adaptation aussi à avoir par rapport à ça. Après, si tu me dis que le diplôme qui est délivré du bachelor, c'est une licence, en théorie, si le diplôme, c'est la licence, ils pourront sans souci faire un master à l'étranger. Ouais. Excusez-moi. Alors, pour pouvoir candidater à l'étranger, donc là, je vais parler notamment post-bac puisque nous étions partis sur un webinaire plus spécifié sur les études post-bac. Il faut tout simplement donc avoir le bac. Donc, au moment, évidemment, où vous déposez les dossiers de candidature, vous n'avez pas encore les résultats, mais vous pouvez déposer les dossiers. Et si vous avez des résultats d'admission positifs, ça sera forcément des résultats d'admission positifs sous condition de valider votre bac. Comme le disait Karine tout à l'heure, il faut aussi avoir une certification d'anglais. Le niveau qui est généralement attendu, ça va être un niveau équivalent à un niveau B2. Donc, c'est un niveau où vous êtes quand même déjà à l'aise à l'oral comme à l'écrit, puisqu'il faut être en fait capable de pouvoir suivre les cours et passer ces examens. Donc voilà, donc ça va être aussi un prérequis nécessaire. De manière optionnelle et en fonction des établissements, on va également vous demander, on peut vous demander d'avoir un certain niveau académique. Donc certaines universités peuvent vous demander d'avoir, je ne sais pas, un 14 au bac ou un 14 de moyenne sur l'année. D'autres, ça va être 12, d'autres, ça va être 10. Ça va vraiment dépendre. Et ça, c'est propre à chaque université et à chaque formation. Donc concrètement, aujourd'hui 24 janvier, où est-ce qu'on peut encore candidater à l'étranger au niveau post-bac? Alors, Australie et Nouvelle-Zélande, c'est encore largement ouvert puisqu'en fait, leurs rentrées sont décalées. Donc, on est tout à fait dans les temps pour encore candidater sur les prochaines rentrées. Sur le Royaume-Uni, vous avez une plateforme qui est similaire à Parcoursup pour laquelle la date limite de candidature, c'est le 25 janvier. Mais dans la réalité, vous avez encore la possibilité de candidater sur plein de parcours. En fait, le souci qui va se poser, c'est que les parcours sur lesquels vous pourrez candidater, ce sont ceux où il reste encore des places. Mais dans la réalité, il y en a encore beaucoup qui ont pas mal de places. Donc, toujours possible de faire des dossiers après le 25 janvier au Royaume-Uni, même si vous avez raté la fameuse deadline de UCAS. Pour ce qui est de l'Europe, toujours possible de candidater, notamment sur ce qui va être l'Espagne et les Pays-Bas. Et sur l'Amérique du Nord, alors on peut vous accompagner, nous, sur toutes nos universités partenaires. Donc, ça en fait pas mal, et surtout notamment pour le Canada anglophone. Pour le Canada francophone, c'est un petit peu trop tard pour faire des dossiers, puisque la date limite pour candidater, elle est début février. Donc là, on est un petit peu trop tard pour faire des dossiers de candidature. Je voulais également évoquer avec vous ce qu'on appelle l'année de césure. Pourquoi? Parce que sur Parcoursup, en fait, il y a depuis, alors je ne sais plus depuis quand, mais il est possible d'ajouter une année de césure post-bac et de l'insérer sur Parcoursup. Alors, il existe bien évidemment plein d'années de césure différentes. Vous pouvez faire, par exemple, je ne sais pas, des stages ou travailler, faire du volontariat, jeune fille au pair. Nous, ce sur quoi on est vraiment spécialisé, ça va être l'année de césure qui est dite plutôt académique. Ça va être, par exemple, de l'immersion linguistique. Donc, si jamais vous souhaitez partir faire des cours d'anglais, je ne sais pas, au Canada pendant 6 mois, 1 an, et que vous voulez revenir quasiment bilingue ou préparer une certification comme l'IELTS ou le TOEFL, c'est quelque chose, en tout cas, qui est tout à fait possible et sur lequel on peut vous accompagner.
Il y a ensuite l'immersion académique où vous avez deux choix. Donc, vous avez d'abord les universités qui vont vous poser des cours un petit peu dits à la carte. L'avantage de ces programmes-là, c'est que en choisissant des cours à la carte, en fait, vous pouvez tester. Donc, si jamais vous étiez un petit peu hésitant sur quoi choisir en termes d'études après, ça vous permet voilà, de tester, je ne sais pas, aussi bien l'histoire que les mathématiques, la psychologie, et après peut-être de faire votre choix pour savoir ce que vous voulez étudier dans vos études supérieures. Il est également possible en immersion académique de faire ce qu'on appelle une foundation year. Donc, en fait, c'est une année préparatoire aux études supérieures. Initialement, ces programmes-là sont destinés aux étudiants français, mais aussi internationaux, qui ont besoin d'une remise à niveau linguistique et ou académique pour les parcours qu'ils veulent faire après en études supérieures à l'étranger. Mais en fait, on les propose aussi bien en année de césure. Pourquoi? Parce que ça intéresse, par exemple, des étudiants qui veulent se perfectionner en anglais tout en restant dans un parcours académique et ne pas faire uniquement et purement de l'anglais. Mais ça permet aussi de découvrir le système anglo-saxon et peut-être de se découvrir une vocation pour un type d'enseignement qui est différent. Et on a par exemple aussi des années préparatoires, notamment une à laquelle je pense, qui va être spécialisée sur tout ce qui est art et design. Donc ça permet aux étudiants qui veulent faire après une école d'art de se préparer un portfolio et de pouvoir postuler avec dans des écoles d'art, que ce soit en France ou à l'étranger. Et après, on va avoir des séjours un petit peu mixtes qui vont mixer cours linguistique et cours académiques. Là, pour le coup, ça va vraiment dépendre en fait de votre niveau d'anglais au départ pour savoir sur quel type de programme vous pouvez vous lancer. Alors, pour vous présenter Studi Expérience, donc nous sommes une agence de conseil et d'accompagnement pour les étudiants qui veulent étudier à l'étranger. Donc, on vous aide à sélectionner les universités et les formations qui correspondent le plus à ce que vous souhaitez faire, à vos critères et qui en même temps ont le plus de chances d'accepter votre dossier de candidature. Alors, on ne peut jamais être garant de l'admission puisque ce sont les universités qui font leur décision au final, mais à ce jour, tous nos étudiants ont reçu des résultats en tout cas positifs sur les universités et formations qu'on leur avait conseillées. La deuxième partie de notre accompagnement, ça va être l'accompagnement justement pour faire ce qu'on appelle donc les dossiers de candidature. Donc, on va vous aider sur toute la partie administrative. On va également vous aider à rédiger, par exemple, les lettres de motivation, donc ce qu'on appelle les personal statements, à préparer des entretiens si vous avez des entretiens, à rédiger des essais pour les candidatures avec des essais à faire et vraiment optimiser tout votre dossier de candidature pour que vous ayez le plus de chances d'être accepté. Une fois que vous êtes accepté et que vous commencez à préparer votre départ, on vous aide également, notamment par exemple avec ce qui va être le logement, en vous aidant à trouver un logement via les logements qui sont proposés par les universités, donc majoritairement des résidences étudiantes. Et bien évidemment, une fois sur place, on reste disponible si vous avez des questions ou des soucis. On est toujours là pour vous. On aime bien d'ailleurs que vous restiez en contact avec nous et à avoir vos nouvelles. Donc, concrètement, notre accompagnement, donc si je me répète un petit peu, voilà, c'est vraiment la première étape, ce qu'on appelle le bilan recherche et stratégie à 350 € où on va analyser votre profil, votre demande et on va vous trouver les établissements et les programmes les plus adaptés. Et après, en fonction de si nous avons choisi en même temps ensemble des universités partenaires, il n'y aura pas de surcoût. Et si vous partez plutôt sur des universités non partenaires de Studi Expérience, on vous fera un devis, puisqu'en fait, ça dépendra du nombre de candidatures, de la difficulté des dossiers. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. J'ai vu qu'il y avait des questions. Et on va pouvoir y répondre, non ou pas? Alors, normalement, on a répondu à toutes les questions directement dans le QR. Il y en a quelques-unes qui ont l'air de retomber. Et surtout, je vois qu'il y a des spectateurs qui ont à la main levée dans l'onglet discussion. Donc, peut-être demander s'il y a des questions à l'oral. Ok. Je vois notamment qu'il y a une question de Sarah concernant une année de césure. Alors, je crois que pour faire du linguistique, il faut avoir un certain nombre d'heures aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je vais répondre à cette question directement dans le chat, je m'en occupe. Peut-être on va se concentrer, Elsa, sur les mains levées. Peut-être Ok. Possibilité de donner la parole. Alors, par contre, moi, je ne sais pas voir les mains levées. Ah, si, c'est là, pardon. Ok. Alors, on a Asket en premier.
Je viens d'ouvrir votre micro. Si vous avez une question, vous pouvez la poser directement. Non, apparemment, il n'y a pas le micro. Non. Du coup, on va passer aux questions suivantes. Donc, la prochaine, c'est Sarah avec un H à la fin. Alors. Sarah, votre micro est ouvert si vous souhaitez poser votre question. Non plus. Personne suivante qui avait levé la main. Chana, j'ouvre votre micro. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que on peut poster à tout âge ou il y a un âge limite? Alors, pour quel type de programme? Pour un bachelor, un master? Alors pour un master seconde année, parce que là je suis en master quatrième année et je voulais savoir si tu pouvais faire un master cinquième année. Et comme j'ai 24 ans, j'ai 25 ans cette année. D'accord. Alors, 25 ans, je pense qu'on est encore largement dans les temps pour faire des dossiers de master. Vous aviez un pays en particulier qui vous intéresse plus que d'autres? Alors j'ai pensé les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. D'accord. Alors, sur le Royaume-Uni, ça ne posera pas de souci, en tout cas pour candidater, pour aller faire une année de master au Royaume-Uni. Sur les États-Unis et le Canada, Alice, tu dis si je me trompe, mais je ne pense pas que ça pose de souci, en tout cas, le fait d'avoir 24-25 ans pour aller faire un master dans ces pays-là. Non, du tout, il n'y a pas de limite d'âge. J'ai récemment envoyé une étudiante de 45 ans en reprise d'études après plus de 20 ans d'expérience professionnelle, donc vraiment aucun souci là-dessus. D'accord. Et niveau double diplôme, comment ça se passe? Parce que comme je viens d'une école de l'immobilier, est-ce que vous trouverez facilement une autre école immobilière là-bas qui peut reprendre la suite de mon parcours? Alice, pour l'immobilier, je ne connais pas trop aux États-Unis. Alors, l'immobilier, c'est assez particulier. Vous avez peu de formations en immobilier aux États-Unis. La plupart des formations que vous allez trouver sont plutôt techniques, professionnelles, donc pas forcément des masters complets, plutôt ce qu'on appelle des postgraduate diploma ou des postgraduate certificates. Donc, si vous êtes ouverte potentiellement à ce type de formation qui ont vraiment une visée beaucoup plus technique, ce serait envisageable. Sinon, ce que vous allez trouver aux États-Unis au niveau master, c'est probablement des MBA, possiblement avec une petite orientation en real estate. Mais voilà, contrairement à la France, où on a beaucoup de formations dans l'immobilier, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, très souvent, en fait, les étudiants qui travaillent, enfin les personnes qui travaillent dans l'immobilier ont surtout une formation commerciale et c'est après le rôle, en fait, des agences d'aller former un petit peu sur le terrain les personnes qu'ils recrutent. Donc, c'est un fonctionnement un petit peu différent. D'accord, d'accord. Et je voulais savoir, le Duolingo test, il est accepté que aux États-Unis ou dans d'autres pays? C'est accepté dans d'autres pays. Après, c'est surtout à vérifier université par université. Voilà, le Duolingo, c'est un test qui est assez nouveau, qui a été mis en place pendant le Covid, quand on n'avait plus la possibilité de se déplacer ensemble pour passer le TOEFL ou l'IELTS. Donc là, il faut vraiment vérifier université par université si elles acceptent ce test-là, quel score est demandé pour être sûr effectivement de passer un test qui est valide pour les établissements que vous visez. D'accord. Et le Canada, il faut absolument un test d'anglais ou juste on est français et ça passe parce Ça va que comme dépendre, c'est ça va français. dépendre de la langue d'enseignement du programme visé. Si vous allez au Québec dans des programmes francophones, pas de test d'anglais pour vous. Si par contre vous visez des universités anglophones au Québec et hors Québec, là effectivement un test d'anglais sera requis. D'accord. Et pour tous ces programmes Amérique, Canada et Royaume-Uni, est-ce que c'est trop tard pour la rentrée septembre-octobre On ou est ça un va petit peu accepter? tard, oui. C'est vrai que la plupart des programmes pour les étudiants internationaux, la deadline conseillée, c'est le 1er février. Donc là, c'est dans 6 jours. Peut-être plus regarder les rentrées de janvier pour vous laisser du temps pour constituer déjà rechercher les programmes, constituer les dossiers, faire les choses un petit peu dans les règles de l'art. Vous avez pas mal de programmes qui ont une rentrée décalée sur ce qu'on appelle la rentrée d'hiver. Donc peut-être plus approprié. Ah d'accord, bah d'accord. S'il y a une rentrée d'hiver, c'est super, ok, ça marche. Voilà. Ok, je vous remercie. Pas de souci. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont la main levée. On va donner la
parole à Clémence. Clémence, je viens d'ouvrir votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais. Ok, merci beaucoup. Bon, alors moi, je suis en première en BFI américain et j'aurais aimé savoir quand est-ce qu'on doit vraiment envoyer enfin, c'est quoi le process vraiment pour envoyer notre application définitive pour une université américaine, par exemple? C'est l'année prochaine ou faut commencer cette année Alors, vous êtes en quelle année là exactement? en première? En première, alors ça va dépendre des universités que vous allez viser. Pour le coup, vous avez des deadlines qui sont assez variées, hein. Ça va osciller entre, on va dire, octobre de l'année terminale jusqu'à majoritairement janvier, février. Vous avez des universités qui vont accepter des dossiers plus tard. Donc, ça dépend vraiment où vous voulez postuler, sur quel type d'établissement. Mais c'est vrai que pour les États-Unis, bah, voilà, déjà rien que pour rechercher les établissements, regarder un petit peu les formations, parce qu'il y a beaucoup de choix. C'est un travail qui peut s'entamer dès maintenant. Ok. Vous allez aussi avoir probablement pas mal de rédaction, de lettres de motivation, Ouais. etc. à faire. Donc, c'est un travail que vous pouvez entamer dès maintenant. Et généralement, la validation des dossiers va se faire vraiment tout début de terminale. Idem. En fait, ça va vraiment dépendre des universités que vous visez, du type de dossier que vous voulez faire. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qu'on appelle le Early Action, Early Decision. Voilà, vous avez différentes deadlines avec différentes conditions. Ça, à la rigueur, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faudrait nous contacter directement pour qu'on en discute un petit peu plus en détail avec vous. Ok, d'accord. Votre projet. Du coup, il faut prendre rendez-vous avec un conseiller ou... Oui, Enfin, le plus simple, vous avez... Alors, on va vous envoyer de toute façon le replay du webinaire par mail. Et de cette manière, vous aurez nos coordonnées. Mais sinon, si vous allez sur notre site web et que vous allez sur la page contact, vous pouvez envoyer une demande de contact directement sur notre Oui, site. en fait, j'avais déjà envoyé un mail pour un conseiller et j'en avais renvoyé, mais on ne m'avait pas répondu. Du coup, c'est pour ça Alors, ça j'avais fait renvoyé 2 mails. combien de temps? En ce moment, comme c'est la période de validation des dossiers, on est un petit peu sous l'eau. Si ça fait Bah quelques ouais. jours, on va revenir vers vous rapidement. Ok, d'accord. Et n'hésitez pas à vérifier vos spams. Des fois, on arrive dans les spams et les courriers indésirables. Ok, d'accord. J'ajoute aussi que c'est important de le prendre en amont parce que souvent, pour les dossiers comme ça à l'étranger, on a parfois besoin de lettres de recommandation. Oui, Et quand on arrive en démarrage de classe de terminale, souvent on n'est pas forcément à l'aise avec les professeurs en question et on oui, sollicite souvent les élèves les professeurs de première pour rédiger des lettres de recommandation. Et d'accord. donc c'est important de le prendre en amont pour cette raison-là aussi, parce que certaines universités vont exiger ce document en plus, voire 2 fois un personnel d'encadrement et un professeur. Donc plus tôt on s'y prend, mieux on est. Ok, donc vous pensez que je peux faire à la limite les lettres de recommandation maintenant et pour être sûre de les avoir et comme ça, quand je C'est commence un mon peu tôt dossier, quand j'ai même, déjà hein, tout. mais c'est un peu tôt parce Ouais. qu'un professeur, il a quand même besoin d'avoir un recul sur l'élève et sur son parcours sur plusieurs mois. Mais Oui, en fait, il faut juste avoir ce petit tic-tac dans la tête que certaines vont demander des recommandations au-delà de tout ce qui est demandé en plus. Mais oui, voilà, ok. on est quand même content de démarrer son année de terminale en octobre en ayant déjà des choses Oui, rédigées dans son dossier. ok. Et est-ce que pour les spécialités qu'on a en France, donc moi en l'occurrence je fais maths, physique, SVT, est-ce que si je veux faire du commerce dans une université américaine par exemple, ça sera pris en compte ou pas du tout? Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment d'obligation. Il y a des cursus qui sont recommandés au niveau lycée. Donc voilà, ils vous recommandent effectivement de faire des maths, de faire des langues étrangères, d'avoir fait Oui, des domaines sciences sociales, sciences humaines, etc. Mais il y a rien d'absolument obligatoire. Après, si vous voulez faire du commerce, très clairement, je vous conseille très fortement de garder les maths en oui, terminale et d'assurer des bonnes notes dans ces matières-là. ok, Donc oui, ils vont regarder les spécialités que vous avez fait, ils vont regarder les notes que vous avez dans ces spécialités. Il faut savoir que les États-Unis ils remontent jusqu'à la troisième pour étudier les dossiers. ok, Généralement, troisième, seconde, première, début de terminale. Donc c'est ok. vraiment une admission holistique, hein. Ils regardent vraiment tout. Ouais, Dossier scolaire, recommandations, motivation, etc., etc. Ils ok. peuvent Et du coup, regarder j'imagine aussi, comme en France, tout ce qui est positionnement de l'élève dans les dans la spécialités classe. par rapport à la classe. Ok. Et du coup, j'imagine qu'il y a un système de conversion aussi pour les notes entre les notes françaises et les notes américaines, par exemple.
Pas vraiment. En fait, les universités reçoivent vos dossiers avec vos notes sur 20. Ils ont des officiers d'admission spécialisés sur l'international qui connaissent les différents systèmes éducatifs Ok, et eux, en interne, font la conversion en GPA, donc sur 4 pour les universités ok, américaines. ouais, Vous n'avez pas besoin de faire traduire vos notes puisque de toute façon, il n'existe pas de conversion exacte ouais, entre une notation français et américain. ok. Alors, je vois qu'il y a encore quelques questions. Alors, il y a aussi des personnes qui ont levé la main, mais à qui on a déjà répondu dans le chat, donc je ne sais pas si ce sont des questions complémentaires. On va donner la parole à Lucas, Ouais. avec qui on a déjà échangé dans le chat, mais je ne sais pas si c'est une question autre. Lucas, vous pouvez parler si vous avez une question. Non, je pense qu'il n'y a pas de question. On va passer à Alioune. Vous pouvez parler si vous avez une question. Oui, allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Alors moi, j'ai une question, mais c'est un peu complémentaire, mais c'est complexe. En fait, j'ai obtenu un DUT en 2 ans, et donc là, je suis en bachelor, donc en troisième année, dans une autre école. Enfin, j'ai fait mon DUT dans une université, et là, je suis en école de commerce en bachelor en un an. Et vous m'avez dit dans le chat qu'il fallait une moyenne d'environ 12 sur 20 minimum pour intégrer un master au Québec. Et donc, je voulais savoir si je devais vous donner quelle moyenne en fait pour faire une demande d'admission, En fait, celle du DUT typiquement, ou celle du bachelor? non, les deux, typiquement, les universités vont regarder les moyennes que vous avez obtenues sur votre DUT et ils vont regarder aussi les moyennes que vous allez obtenir sur votre troisième année de bachelor. Donc, c'est vraiment les deux moyennes séparées qui vont être regardées et il faut effectivement avoir une moyenne qui va se situer aux alentours des 12 sur 20 minimum pour intégrer un master au Québec. On sait que c'est des universités qui sont assez regardantes sur les notes. Donc, c'est vraiment sur vos deux diplômes qu'ils vont porter leur attention et sur les moyennes générales des deux diplômes séparés. D'accord. Et du coup, je dois finir mon bachelor là avant de demander une admission ou je peux Non, pas commencer maintenant? nécessairement. Vous pouvez postuler pendant que vous êtes dans votre troisième année d'études. Après, c'est vrai que sur le Québec, voilà, vous avez certaines universités qui peuvent accepter les bacs +3. On en a parlé dans le chat, c'est le cas de l'UQAM. Mhm. Après, vous avez beaucoup d'étudiants qui, sur l'Amérique du Nord, de manière générale, postulent avec un bac +4. C'est assez courant, donc ça peut être stratégiquement parlant intéressant de postuler une fois que vous avez votre bachelor en poche. Une fois que vous avez toutes vos notes, notamment pour avoir un dossier un petit peu plus compétitif. Les deux sont possibles techniquement. D'accord. Et j'ai une dernière question. Je voulais savoir si vous aviez un partenariat avec l'UQAM, mais la branche finance, donc l'USJ UQAM. Pas du tout. On ne travaille pas en partenariat direct avec les universités québécoises. On propose de l'accompagnement sur les universités québécoises de manière générale. Chaque année, on accompagne beaucoup d'étudiants sur cette destination, mais ça ne fait pas partie de notre réseau d'universités partenaires. D'accord, ça marche. Merci. Bah, ça Pas de sera tout. problème, je vous en prie. Alors, autre main levée, LDG. Voilà, j'ai que les initiales. Vous pouvez parler si vous avez des questions. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Donc, je vous appelle concernant ma fille qui est en terminale au IB, qui a ciblé le Canada anglophone pour faire un bachelor vente et commerce et qui précisément a ciblé York à Toronto et Bishop à Montréal. Mes questions, c'est elle n'a pas maths. Est-ce que c'est rédhibitoire ou est-ce qu'il faut qu'elle fasse une foundation avant pour avoir le niveau de maths? À mon avis, ça risque d'être un petit peu compliqué d'avoir des offres d'admission si elle a spécifiquement fait des demandes pour des programmes business. Je sais que Bishops a tendance à demander effectivement les maths. Pareil pour l'Université de York. Donc après, je pense que ça va dépendre un petit peu de la qualité de son dossier de manière générale. Pour moi, il y a deux options qui sont possibles. Soit les universités acceptent quand même le dossier et peuvent lui demander de faire ce qu'on appelle des cours d'appoint, c'est-à-dire que lors de son premier semestre d'études, elle devra suivre des cours de mathématiques qui manqueraient à son dossier actuel si vraiment ils sont intéressés par le dossier de manière générale. Soit effectivement, ça peut être un refus d'admission parce qu'on n'a pas les prérequis académiques minimum. Ça dépend aussi, est-ce qu'elle avait une spé maths l'année dernière, mais elle l'a abandonné cette année? Est-ce qu'elle a Non, abandonné non, elle n'avait pas. Elle Elle n'avait n'avait pas, pas. puisqu'elle était dans la réforme. Donc, en fait, elle a appris H2GSP, oui, Histoire géopolitique et SES.
et elle est dans une option internationale OIB. Ouais, bah, je voudrais pas m'avancer trop, c'est pas moi qui prends les décisions, hein, c'est les universités, mais c'est vrai que ça risque d'être un petit peu difficile d'avoir des offres d'admission en commerce sans base de maths sur les 2 dernières années. Ça vaudrait le coup, à la rigueur, de contacter directement les établissements pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent proposer en termes de foundation, voir s'ils ont des programmes de préparation, ou alors pour demander une admission rajouter en fait des demandes d'admission dans des programmes qui n'auraient pas les mathématiques en prérequis. D'accord, ok. Alors, on a essayé et on n'arrive pas à les joindre. Est-ce que si on passe par vous, c'est plus facile de joindre, par exemple, ces deux Pas nécessairement, parce que ce n'est pas universités? des universités avec lesquelles on est en contact direct, ça ne fait pas partie de nos partenaires. Donc, à part leur envoyer un mail, contacter les admissions et attendre un retour, et on sait que ça peut être un petit peu long parce que justement, Oui. c'est la période très chargée. Non, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire de plus à ce stade. Les dossiers ont été validés là, à ce stade, envoyés? Non, pas encore, pas Non, encore. pas encore. Donc après, effectivement, il y a encore un petit peu de temps. S'ils n'ont pas été encore envoyés, à la rigueur, nous, ce qu'on pourrait peut-être regarder, en fonction des deadlines, c'est si on peut ajouter des plans B et des plans C de programmes, mais ce serait dans un autre domaine que le commerce, pour assurer quand même une admission dans des programmes qui n'exigeraient pas de prérequis en mathématiques. À voir s'il y a un autre domaine qui potentiellement pourrait l'intéresser. Ou voir où est-ce qu'il y a Foundation en maths pour pouvoir faire ce programme. Je sais que l'Université de Concordia propose un Certificate in Oui. Foundation for Oui, Business oui. qui n'exige pas les maths. Oui, d'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Pas de problème, je vous en prie. Alors, on a Léane qui a une question. Léane, le micro est ouvert. Non, pas de question. Alors, dans ces cas-là, on va passer à Axel Martin. Le micro est ouvert si vous avez une question. Vous m'entendez? Oui. Ah, parfait. Bonsoir, Axel Martin. Je vous appelle pour ma fille qui est en terminale, qui a arrêté les maths cette année. Elle avait les maths en première et forcément, un certain nombre d'universités exigent les maths, l'université à l'étranger, notamment en économie, exigent les maths. Donc, on se pose la question de savoir si elle n'a pas intérêt à faire une année de césure à l'étranger pour devenir complètement bilingue et éventuellement récupérer un niveau en maths, ce qui lui permettra demain de s'orienter vers une université à vocation économique, demandant les maths. Ou alors, est-ce que vous, dans votre panel d'universités avec lesquelles vous travaillez, est-ce que vous avez des universités qui, autour de l'économie, n'exigent pas forcément des maths niveau terminal? Ce serait pour quelle destination exactement, si vous en avez une en tête? Soit les États-Unis, soit l'Angleterre. Sur les États-Unis, on pourrait regarder les community colleges qui ne vont pas avoir de prérequis du tout sur les mathématiques, qui n'ont pas de prérequis de matière de manière générale. Après, je pense que de manière générale, on peut potentiellement trouver quelques programmes. Là, pour le coup, je ne pourrais pas vous donner de réponse sûre, il faudrait fouiller un petit peu, mais je pense qu'on peut trouver des programmes en économie, alors pas forcément dans les facultés commerce, peut-être ce qu'on appelle les Bachelor of Arts en économie, donc ça reste de l'éco pur, mais peut-être avec une orientation peut-être un petit peu plus sens social, qui n'aurait pas tendance à exiger les mathématiques. Je pense que là, c'est un projet qui demande à être un petit peu plus creusé, il faudrait peut-être nous contacter en direct pour qu'on regarde un petit peu les différents types de programmes d'éco qui existent, certains qui n'auraient pas de prérequis en mathématiques, voir si ça peut coller en termes de contenu de cours avec l'objectif que vous avez et prendre une décision de voir est-ce qu'on postule directement sur ces programmes ou est-ce qu'au contraire, on fait une foundation, par exemple au Royaume-Uni, où on va rattraper les maths et ensuite intégrer un cursus éco. Et là, notamment, si on veut faire un cursus éco qui est très tourné business, ce serait possible. D'accord, bah écoutez, alors j'ai déposé une demande de contact sur votre site et vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Impeccable, super. Merci bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de questions. Je suis en train de répondre aux dernières questions dans le Q&A. Si jamais, effectivement, vous avez encore quelques questions, on laisse encore 5 minutes pour que vous puissiez lever la main. J'aurais une question, si ça ne vous Oui. gêne pas. C'est encore moi, Chana. J'avais une question, c'est quelle est la date limite de la rentrée décalée pour postuler?
Au Canada, généralement, Oui, ça va être courant septembre, octobre, ça dépend un petit peu des universités, mais pour des questions de visa, je conseille de déposer un dossier courant juin, juillet, pour avoir suffisamment de temps pour faire les procédures d'immigration par la suite. d'accord. Et si on fait une entrée décalée, est-ce que c'est considéré comme un double diplôme ou pas du tout? Alors, ça n'a rien à voir avec les doubles diplômes dans le sens où là, on ne parle pas d'une formation qui serait délivrée conjointement avec une université française, par exemple. Non, ça reste un programme au Canada de manière générale. C'est juste qu'au lieu de rentrer en septembre, vous rentrez en janvier. C'est la seule différence. D'accord. Et pour le double diplôme de la rentrée décalée, ça existe ou pas du tout? Alors ça, je vais peut-être laisser Karine répondre à cette question. Je ne sais pas exactement à quel double diplôme vous faites référence. Toujours dans l'immobilier, pour gestionnaire de patrimoine ou Mais à propriétaire l'étranger ou management. à l'étranger ou en France? À l'étranger, à l'étranger. Ah, moi, je n'y connais rien sur ça. Ouais, je ne suis pas certaine qu'il existe des doubles diplômes Non. en immobilier à l'étranger, hein. Généralement, les doubles diplômes, c'est dans des domaines qui sont quand même assez larges. On en a parlé, le droit, le commerce de manière générale. Ouais, l'histoire, les sciences L'immobilier, politiques, les choses comme ça, mais en France, on n'a pas. Enfin, Bah, de toute façon, les parcours en immobilier sont souvent beaucoup dispensés dans des écoles privées qui ne sont pas forcément dans Parcoursup déjà. d'accord. Parce Ouais. puisque moi, on m'a proposé UCLA Exchange. Ils font un double diplôme d'immobilier, c'est pour ça que je voulais savoir si Alors, par hasard vous en aurez en la Canada. faculté Extension, c'est la faculté d'éducation permanente de UCLA, donc c'est tout le volet professionnel. Vous n'avez pas de bachelor ou de master à UCLA Mhm. Extension, c'est des postgraduate diploma. Ok. On va regarder exactement ce qu'ils entendent par double diplôme, mais en tout cas, ce ne sont pas des formations de type bachelor-master, hein. C'est vraiment leur faculté d'éducation permanente. Ah, d'accord. D'accord. Merci. Pas de problème. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je vois plus de nouvelles mains levées. Ah, si, il y a encore Marie. Marie, le micro est ouvert. Oui, c'est bon. En fait, c'était simplement pour se dire que j'étais arrivée en retard et du coup, savoir si je pouvais avoir un replay. Voilà, a Ok, priori. ça marche. Je vois que ça a été répondu. Bah oui, vous recevrez le replay directement par mail. Alors, dans ces cas-là, j'ai une autre personne, Mordelès. Oui. J'ouvre le micro. S'il y a des questions. Non. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour le coup. Je ne vois pas d'autres Excusez-moi. mains levées. Excusez-moi. Oui, dites-moi. Quelle est votre adresse mail, s'il vous plaît, ou votre numéro de téléphone, comme ça, si je peux vous contacter? Alors, on n'a pas de numéro de téléphone direct, mais je copie-colle dans la discussion notre fiche contact pour pouvoir nous envoyer voilà, une demande d'information. Vous avez un formulaire et vous pouvez directement nous contacter par ce biais. D'accord, merci. Pas de souci. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. C'est pour si on veut une bourse pour les écoles américaines, parce que ça coûte quand même assez cher. C'est un processus différent, j'imagine. Et si on n'a pas la bourse, est-ce qu'on peut quand même se présenter et faire un prêt étudiant? Alors, vous pouvez faire un prêt étudiant pour aller intégrer des universités américaines. Après, les bourses, ça dépend un petit peu des bourses que vous espérez. Sur les universités américaines, vous avez, on va dire, 2 grands types de bourses. Vous avez des bourses qui sont automatiques ou en fonction de la qualité de votre dossier scolaire. Si vous avez un très bon dossier scolaire, vous pouvez avoir une aide financière et elle est automatiquement octroyée à l'étude de votre dossier, donc vous n'avez pas de dossier complémentaire à faire. Puis après, vous avez D'accord. des bourses auxquelles il faut postuler, où là, on va vous demander un dossier complémentaire, on peut vous demander de nouvelles lettres de recommandation, de nouvelles lettres de motivation. Donc, ça va vraiment dépendre du type de bourse que vous espérez. Après, pour un étudiant international, bon, il n'y a pas sont très, 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 très rares sont les universités qui vont vous offrir des financements, j'ai envie de dire, de manière quasi intégrale. Ah Donc, oui, oui, bien il faut sûr. quand même prévoir un budget à côté pour pouvoir financer finalement les frais de scolarité au-delà de la bourse qui pourrait être proposée. D'accord, ok. Merci. Je vois que Léane dit qu'elle lève la main, mais Léane, j'ouvre votre micro.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc en fait, moi j'ai un projet un petit peu particulier. Donc cette année, je suis en terminale générale avec comme spécialité SES et HLP et je fais une option maths complémentaire. Et en fait, j'aimerais l'année prochaine partir à l'étranger, mais seulement sur 5 mois pour faire famille au pair et en même temps suivre des cours pour améliorer mon niveau en anglais qui, je pense, est A2 B1 pour pouvoir passer le TOEFL en rentrant et ensuite enchaîner sur une rentrée décalée en école de commerce. Sauf qu'en fait, je trouve pas de départ. Donc, j'aimerais bien partir aux États-Unis. Donc, je trouve pas de départ seulement sur 5 mois parce que je suis née en août, fin août, et faut être majeur en général. Ouais, jeune fille au pair, généralement, il faut être majeur et surtout, c'est des séjours qui sont plus longs puisque les familles ont des besoins qui sont généralement sur une durée un petit peu plus pérenne. Je pense que là, pour votre projet, si vous voulez juste partir 5 mois, c'est plutôt vraiment vous tourner vers des cours d'anglais, des cours linguistiques pour vraiment développer l'anglais, préparer les tests, les passer sur place pour ensuite effectivement pouvoir intégrer une université si vous le souhaitez. C'est vrai que jeune fille au pair sur 5 mois, si en plus vous êtes mineur, je crains que ça soit un petit peu difficile. Je pense que là, il faut plutôt se tourner effectivement vers des cours d'anglais traditionnels. Et donc, c'est possible d'en faire aux États-Unis et d'être en famille, pas être fille au pair, mais du coup être hébergé par une famille? C'est possible, oui, oui, vous avez pas mal d'établissements, alors soit des écoles de langue, soit ce que je parlais tout à l'heure des community colleges, vous avez des community colleges qui proposent des cours d'anglais pour les étudiants internationaux et vous pouvez effectivement trouver des familles d'accueil sur place si vous ne souhaitez pas être en résidence, ça c'est possible. Et comment je peux faire alors pour trouver ces écoles? Bah là, j'ai mis le formulaire de contact. Je pense que le plus simple serait de nous envoyer une demande de contact pour qu'on échange un petit peu avec vous sur voilà, la région où vous voudriez être, vous présenter un petit peu les différents programmes de langue potentiellement qu'on pourrait vous proposer et voir si ça vous convient. Sinon, on travaille aussi avec une agence qui est spécialisée sur le linguistique qui offre d'autres possibilités, notamment aux États-Unis. Donc, je pense que le plus simple, c'est nous contacter pour qu'on vous mette en relation avec les personnes dédiées pour organiser votre séjour. D'accord. Et juste, je vois pas où est le formulaire. Alors, si vous allez dans discussion, normalement, vous avez un lien vers le formulaire de contact. Dans discussion ou dans question-réponse? Dans discussion. Je ne le vois pas. Ok. C'est juste écrit discussion désactivée pour moi. Oui, tu l'as envoyé à hôte et panélistes Ah, c'est de ma faute. Alors, attendez. Hop, tout le monde. Est-ce que là, vous voyez le formulaire de contact Oui. qui vient d'arriver? Ah, Oui, oui, oui. c'était mauvais paramètre. Et donc, en répondant à ce questionnaire, ça va pouvoir me permettre de rentrer en contact avec vous, c'est ça, pour ensuite affiner mon Exactement. projet? D'accord. Exactement. Donc, précisez un petit peu quels sont vos objectifs. Donc, voilà, partir 5 mois aux États-Unis, cours d'anglais, famille d'accueil, etc. Et comme ça, on pourra revenir vers vous, organiser un rendez-vous et voir un petit peu ce qu'on peut vous proposer et sous quel format. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Super. Merci à vous. Je pense que cette fois-ci, on a fait le tour. Je ne vois plus de mains levées ou du moins de personnes qui n'ont pas encore pu échanger. Donc, je C'est pense parfait, Ali. Je pense que c'est bon. On reste disponible, évidemment. Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact. Karine, je ne sais pas si tu veux mettre tes coordonnées aussi pour si vous avez des questions pour l'orientation scolaire ou Bah, pour Parcoursup ou la France. j'ai vu que tu avais partagé, que tu allais repartager le replay. Donc, il y a Oui, il y a et on notre mettra groupe. les coordonnées Ouais, de exactement. Ouais, Karine là-dedans. absolument. C'est parfait. Nickel, oui. Donc, on vous envoie rapidement le replay du coup du webinaire et puis on le mettra en ligne aussi sur notre site internet dès demain. Voilà, c'est tout bon. Bah, merci à tout le monde. Merci Elsa, merci Alice, merci beaucoup Karine. Merci. Merci à toi. Bonne soirée à tous. Et bonne soirée à tous et merci à tous ceux qui ont participé. Merci Voilà, à bonne tous. soirée.